Bonjour, me voilà lectrice invitée pour cette journée internationale de la montagne 2020 et je me propose de vous inviter à mon tour à un voyage dans le Grand Nord canadien où se passe l'histoire de Pierre Cadoret, le protagoniste du roman La montagne secrète de Gabriel Roy. Gabriel Roy figure parmi les grands classiques de la littérature québécoise. La montagne secrète n'est certainement pas son roman le plus connu ni le plus apprécié du grand public, mais certainement son roman le plus philosophique. La montagne secrète raconte en trois parties d'abord les pérégrinations du peintre coureur de bois et chasseur Pierre Cadoret dans le Grand Nord canadien, puis son voyage dans le pays de Lungava dans le nord de l'actuel Nunavik, où il découvre la fabuleuse montagne secrète dont il espère rendre la beauté sublime sur un tableau, de capter cette beauté extraordinaire, mais c'est un projet qui est voué à l'échec. Dans la troisième partie, il se rend à Paris, où à la fin de sa vie et sur les dernières pages du roman, il retrouve, ou plutôt l'image idéale de cette magnifique montagne lui réapparaît pour disparaître aussitôt avec lui dans la mort. La montagne secrète est une espèce où décrit une quête esthétique et spirituelle. C'est un roman qui explore le mystère de la création et décrit la vie d'un homme qui sacrifie tout à la réalisation de son idéal, qui subordonne en quelque sorte sa vie avec tout ce que cela peut impliquer au niveau des relations, l'amour, etc., à l'art, dans une espèce de dévotion absolue à l'idée. Le premier passage que je vais lire raconte le moment où Pierre Cadoret découvre la montagne qui lui apparaît comme une force divine, majestueuse, devant laquelle il tombe à genoux, il se prosterne devant cette montagne comme devant un dieu. Puis qui vénère un peu comme une femme séduisante et coquette aussi, dont il s'éprend et qu'il désire peindre. Voilà, donc passons à la lecture d'un premier passage. Pierre prit son canot, le renversa sur sa tête, remonta suivre le rebord périlleux du roc. Toute la paroi était à présent assombrie, le soleil ayant décliné derrière elle. Mais il devait luire non loin en une échancrure profonde. Pierre voyait grandir devant lui une tache lumineuse. Il fit quelques pas encore, tourna le flanc sombre du rocher. Devant lui se dressait une haute montagne isolée que le soleil rouge embrasait et faisait brûler comme un grand feu clair. Pierre, d'un coup d'épaule, se débarrassa du canot, se défit de son sac, se laissa lui-même tomber comme à genoux devant la montagne. Elle était fière, incomparablement, et incomparablement seule, faite pour plaire à un œil d'artiste en ses plans, ses dimensions, ses couleurs. Et aussi choisit-elle pour se montrer l'heure la plus glorieuse. À sa base, nourrie par un sol meilleur à cause sans doute des alluvions et de l'eau toute proche, elle portait une ceinture de petits bouleaux fragiles qui frémissaient en cette fin de jour
dans un bruit de ruisseau, leurs feuilles rebroussées par le vent avaient du reste l'éclat furtif d'une eau qui court au soleil. Ensuite, jusqu'à mi-hauteur, elle apparaissait fleurie de lichens flamboyants, comme si sa propre couleur, de roc fauve par endroits, ailleurs rouille, ou encore d'un bleu de nuit étrange, n'eût pas suffi à éblouir. Puis, se dépouillant de toute végétation, elle montait, se resserrant en un pic géant de teinte plus sombre mais plus rare encore. Presque parmi les nuages, elle se terminait en une pointe de neige et de glace qui étincelait comme un joyau. De sa base à ce joyau, la couronnant, elle se mirait toute dans un petit lac à ses pieds qui semblait l'aimer, sans fin la contempler, se tenant lui-même dans une parfaite immobilité d'eau turquoise, ourlée sur ses bords d'une épaisse mousse de caribou. Plus loin, dans une petite prairie, auprès de si puissantes montagnes, s'agitaient dans leur naïve beauté d'un jour des pavots de l'Arctique. Mais quand on aura dit cela, et plus encore, aura-t-on rien dit de ce que la montagne a été pour Pierre? Comment il la voyait, ce qu'elle devenait dans son âme, ce qu'ils étaient l'un pour l'autre. Ainsi, pensait-il, le cœur soulevé d'émotions, passionnément épris, de tout temps elle avait existé. Ce n'était pas en vain qu'il avait cherché. Elle existait vraiment, et lui, enfin, l'avait trouvée. Il se tenait debout, à peine plus haut qu'une poussière vis-à-vis l'imposante masse, et pourtant il lui semblait que la montagne se plaisait à être regardée par lui et qu'elle lui parlait. Ainsi donc, se disait-il, ne nous trahissent pas nos grands rêves mystérieux d'amour et de beauté. Ce n'est pas pour se jouer de nous qu'ils nous appellent de si loin et conservent sur nos âmes leur infinie emprise. Tout son être était comme saturé d'un bonheur profond. Au matin, vite debout, son premier regard fut pour la solitaire, mais plutôt la nomma-t-il en son cœur la resplendissante. Encore qu'à cette heure, le soleil derrière elle fut plutôt menaçante. Indubitablement, c'était au soleil déclinant, à l'heure même où elle lui était apparue, qu'il fallait la saisir. Mais quel mot étrange! Juste, cependant, car c'était de cela qu'il s'agissait, cela qu'il voulait entreprendre. Une sorte de corps à corps avec cette farouche hauteur. La saisir donc. Il en avait peur maintenant. À sa joie profonde se mêlait de la timidité, l'appréhension de faire affront à la montagne ou à soi-même. Il redoutait ce premier geste, ce premier trait, toujours si déconcertant pour qui a vu tout d'un coup l'ensemble et cependant doit bien commencer par quelques puérils débuts. Voilà un premier passage. Et je passe à un deuxième petit extrait qui évoque la visite de l'Inuk au roc chez Pierre. Au roc, un nom très simple, mais en même temps d'une intelligence profonde, le regarde peindre et constate l'obsession du peintre qui le pousse à avertir Pierre du danger qui consiste à vouloir sortir la montagne de son mystère et de son silence. Pierre ignore cet avertissement et se perdra presque dans les pentes de la montagne lorsqu'il s'en rapproche trop. Et je vais vous lire un passage qui justement illustre un peu cette rencontre entre Auroch et l'homme blanc, qui me paraît très intéressant et qui jette aussi un regard encore un peu différent sur
sur ce phénomène qu'est la montagne dans ce texte. Au roc, descendu des hauteurs, chassé en bas entre les replis des montagnes. Guidé par la fumée du campement qu'il avait vu à maintes reprises s'en élever, il aboutit un soir dans le vallon où travaillait l'homme au crayon magique. Il portait pendu à sa ceinture 2 belles oies blanches et sur son dos le meilleur quartier d'un caribou abattu la veille. Il s'avança sans façon, regardait l'ébauche en train, une autre qui gisait par terre. Puis il éleva les yeux et compara avec la montagne. Il sourit d'approbation. L'une et l'autre étaient des prodiges. La montagne, un prodige de Dieu, et ceci, sur le carton, un prodige d'homme. Du reste, un plus grand prodige peut-être que l'œuvre de Dieu, songea Auroch, si l'on considère que Dieu a tous les moyens et l'homme peu. Sans demander l'autorisation, il se pencha, fit du feu, enveloppa un bon morceau du caribou en de la mousse et se mit en frais de la faire braiser doucement. Une odeur alléchante commença à se répandre. Pierre abandonna son travail, vint causer près du feu avec Auroch. D'où il venait, ce qu'il avait vu, s'il était libre pour courir ainsi à sa guise. Connaissais-tu la montagne? Demanda Auroch. Oui et non, dit Pierre. Une réponse de blanc, se dit Auroch. Je la connais d'assez longtemps, dit-il. Après un silence, il ajouta: Je l'ai vue, comme je te souhaite de ne jamais la voir. Une montagne en furie. Ensuite, ils dormirent. Le lendemain, Auroch tourna dans les alentours comme s'il cherchait quelque chose le long de la petite rivière, parut sur le point de s'éloigner, puis revint s'ouvrir à Pierre de son désir. L'homme au crayon magique lui laisserait-il essayer ses pinceaux et quelques couleurs? Muni de pinceaux et d'une palette, Auroch, riant d'une oreille à l'autre, s'attaqua lui aussi à peindre la montagne. Mais cela eut-il seulement l'air d'une montagne? Auroch lui-même jugea que non, et n'en fut pas autrement chagriné. Le pinceau n'était pas sa manière, ce n'était pas dans la manière esquimau. Eux, leur manière, c'était le couteau, autrefois de silex, à présent de métal. Il regarda encore un instant travailler l'homme au crayon magique. Maintenant qu'il avait essayé et comprenait à quel point il était difficile de manier tout cela à la fois, les couleurs, les pinceaux, la masse rétive du roc, le ciel et le reste, il lui venait d'une plus grande estime encore à l'égard des ébauches faites par Pierre. À cet homme, Dieu devait parler mieux qu'à Auroch. Il n'y avait pas à en être envieux. Dieu parlait à qui il voulait. Du reste, ce n'était pas toujours souhaitable d'être celui à qui Dieu parle. Ne s'expliquant pas nécessairement avec clarté, Dieu était néanmoins mécontent de n'être pas compris. Que l'homme au crayon magique, dit-il, prenne garde à la montagne. Elle n'aimait peut-être pas sortir de son mystère et du silence. Elle lui en voudrait peut-être de faire son image, surtout s'il ne la réussissait pas bien. Pierre souriait. À l'égard d'Auroch, plein d'une patience, sans reproche. Que l'homme blanc prenne garde au mauvais temps, continua Auroch. Déjà, ce n'était plus tout à fait l'été. Hier, il avait vu passer dans le ciel de ces nuages grêles qui annoncent le mauvais temps. L'hiver prenait par ici d'une façon brusque et terrible. Que l'homme, au crayon magique, n'attende pas que se tourne contre lui la montagne en fureur, dit-il, salua de la main et s'en fut. Merci.